La connaissance et l'altérité, le problème aussi de découvrir qu'est-ce qui fait souveraineté. Donc la souveraineté, c'est des institutions qui vont représenter le tout de la société, quelles que soient ses différences, ou avec ses différences. Donc qu'est-ce qui peut représenter le tout? C'est là que tu vois une faiblesse des anthropologues souvent. Parce que moi, en tant que Godelier, membre du clan des Godeliers, j'ai un culte de mes ancêtres. Okay. Donc les voisins ne peuvent pas. Ils peuvent faire les mêmes rites pour leurs ancêtres. Mais on partage tous le culte du soleil, des divinités qui sont notre panthéon commun. Donc il ne faut pas confondre le culte des ancêtres avec une religion partagée. C'est un aspect religieux de la vie, c'est pas la religion, parce que les gens partagent un panthéon. Donc c'était mieux de découvrir ce qui fait aux yeux des gens la légitimation de leur souveraineté. C'est ça qui compte, c'est qu'ils vont devoir vivre en légitimant leur présence sur un territoire. Peut-être aussi de voler la moitié du territoire des voisins, puisqu'ils le font tout le temps, ou d'être volés d'ailleurs. Donc ils sont sur l'offensive et sur la défensive tout le temps. Et donc là, c'est là que tu vois que tu n'as pas d'avance, tu n'as pas mécaniquement d'avance la connaissance des rapports sociaux qui vont jouer un rôle d'englobant. Si tu es occidental, tu vas chercher le politique ou le religieux. Mais là, tu ne vas pas le trouver. Tu vas trouver un mélange de religion et de pouvoir. Et donc, c'est là que se trouve la formule pour légitimer la souveraineté collective sur un territoire. Donc, il faut des rapports englobants qui subordonnent les groupes de parenté à l'existence en commun. Okay ? Et donc, il faut savoir reconnaître ces rapports englobants. Et c'est là que, quand je suis rentré à Paris pour écrire ce livre, La production des grands hommes, j'ai refusé à moi-même d'écrire une monographie. Parce que j'allais écrire l'économie chez les Barouillas, la religion chez les Barouillas, le pouvoir chez les Barouillas. Pourquoi j'ai eu cette intuition qu'il ne fallait pas le faire? Parce que j'avais vécu des années avec des gens pour lesquels les initiations masculines et féminines étaient au cœur de leur rapport de pouvoir. Donc je ne pouvais pas décomposer les choses en moi. Et tout le travail que j'ai fait d'anthropologie économique n'a jamais été édité. Et pourtant, j'ai passé des années. Et j'étais en performance parce que je ne faisais pas de l'anthropologie économique, je faisais, comme Marx, la projection de tous les rapports sociaux servant de rapports de production. Et je n'avais pas d'a priori, ça pouvait être le voisinage, ça peut être la parenté, la co-initiation. Tout ce qui sert à maîtriser la nature, à la mettre au service des hommes. Donc, c'est pour ça que j'avais dit aux autres marxistes qui me haïssaient, comme Meyassou, tout ça, que la parenté peut servir d'infrastructure lorsqu'elle sert de rapport de production. Vous vous trompez, je dis. La notion de rapport de production,
c'est un rapport de fonction. Ce n'est pas un rapport d'institution. L'économie séparée du politique. C'est qu'est-ce qui fonctionne comme. Qu'est-ce que l'humanité fait pour qu'elle maîtrise la nature, légitime son appropriation. Et donc ça peut être la religion. Pourquoi pas? Donc la religion est religion, mais en même temps rapport de production. Il faut se décentrer complètement par rapport à... Mais quand tu te décentres, il y a un moment où tu retrouves des invariants communs. C'est-à-dire tu retrouves l'obligation pour faire société d'établir une souveraineté. Et donc tu vois, tu découvres comme élément commun de toute société, sans classe, à caste, à classe, pour ces trois formes de société, tu découvres l'invariant qu'il va falloir, pour continuer à vivre ensemble, d'établir une souveraineté commune. Tu découvres un invariant fonctionnel, et je n'ai pas de honte à dire, fonctionnel, qui est support de société. Et donc, fabriquer une société, c'est pas la parenté, la famille. C'est pour ça que je te dis que c'est les curés et les philosophes, parce que les curés, c'est la famille, c'est la nature, etc. Enfin bref, tout ça. Il ne faut pas toucher la famille. La famille, elle évolue comme la société, de toute façon. Et les philosophes vont parler de quoi? Ils vont parler de la liberté, de l'autorité. Mais sur quelle base? Comment peuvent-ils, à partir d'une vision occidentale, comprendre la diversité du même processus? Comment donc les philosophes peuvent penser la diversité d'un processus qui est pourtant commun à toutes les sociétés? Alors, ils vont le faire dans l'abstraction. Le pouvoir du chef, c'est donc ils vont faire des invariants abstraits. Mais nous, on trouve des mécanismes sociaux qui ne sont pas des abstractions conceptuelles, qui portent des abstractions conceptuelles, mais bon, c'est un élément du processus. On ne peut pas faire un rapport social sans avoir la conscience de ce rapport. Conscience religieuse, conscience, n'importe quelle forme de conscience. Donc, on intègre toujours la pensée dans la production des rapports sociaux. On ne sépare pas. Donc, l'idée d'une anthropologie structurale et une anthropologie culturelle, c'est de la couille. Ça n'a pas sens. Le baptême, c'est culturel, mais c'est un rituel social, partagé par des chrétiens. Donc, bon, on comprend, l'anthropologie américaine est d'abord culturaliste, au départ, Boas et tout, et après on dit que les Français sont plutôt structuralistes, et que les Anglais, c'est une autre forme de structuralisme, fonctionnaliste. Ok, bon. Ça, c'est quand tu veux faire de la théorie à la manière des philosophes. Mais on devrait travailler plus profondément que ça. C'est ça que je veux dire. On a la capacité d'aller en dessous, au-delà. Et je n'ai pas de mépris pour les anthropologues qui se sont lancés dans des trucs théoriques. Hein. Moi, je suis théoricien, quoi. Mais je trouve on reste riche en ethnographie et pauvre en ethnologie, c'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de richesses ethnographiques magnifiques, quoi. Et assez peu de richesses théoriques qui permettent de généraliser la richesse de l'anthropologie, tu vois, de montrer sa richesse. J'allais dire presque souterraine par rapport à d'autres disciplines. Tu vois, pas... Donc la notion de souveraineté, c'est répondre à la question comment pouvons-nous former un tout
comment ce tout peut-il se représenter à nous-mêmes et aux autres, les barouillas pour nous et les barouillas connus des voisins comme les barouillas. Et comment et alors au cœur de ça, grâce à mon assistante, eh ben, j'intègre complètement ce qu'a dit le barouillat en plaisantant. Il y a un noyau de morale universelle, tu ne tueras pas ton voisin, tu ne violeras pas, etc. Parce qu'il n'y aurait pas de liens sociaux possibles. Pas de reproduction du tout, si tu tues le voisin et tout, tu vis plus ensemble, quoi. Et donc là-dessus, tu découvres un invariant donc, que m'a mis sous les yeux à Barouillat, en plaisantant, disant notre religion, il a tort, c'est la même déjà que la vôtre, on découvre que c'est pareil, c'était pour se glorifier. Mais en même temps, il m'a fait découvrir, en fait. Donc quand les philosophes bavassent sur tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau. Oui, mais c'est partout, quoi. Il fallait dire, c'est pas original. Tandis qu'on nous le présente comme une découverte formidable des judéo-chrétiennes. Hein. C'est pas vrai, mon cul, quoi. Chez les barbares qui se tuent et se mangent, ils font la même chose, quoi. Ils font la même chose. Et puis, quand tu as une armée, c'est évidemment pour te protéger, mais parfois, avec Poutine, c'est pour envahir, non ? Donc il ne faut pas rigoler non plus sur le droit international. Et heureusement qu'il y en a un, mais je veux dire, les limites. Donc là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça a été un progrès. Et c'était mieux. On peut à ce moment-là chercher avec les historiens comment, quand l'État et les classes sociales, les castes apparaissent, les objets sacrés deviennent des monnaies. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes les monnaies romaines, c'est un roi. Grec, Basileus. Donc, tu vas faire des monnaies qui portent le portrait d'un roi. Et donc, en plus, c'est des rois un peu sacrés quand même. Et c'est ça qui va faire des pierres en or. Et quand tu penses à ce que disaient les Grecs, des Égyptiens, ils disaient, chez eux, c'est le peuple le plus religieux, et chez eux, les dieux sont en or. Toutes les sculptures, le masque du pharaon, tout ça. Donc l'or qui ne sert pas pour l'agriculture, l'argent, va servir pour le sacré et pour la monnaie après, tu vois. Donc tu peux discuter avec des historiens sur la transition. Alors, pour aller plus loin, si j'écris jamais un livre, le dernier de ma vie, donc ça sera sur les origines et les fonctions de l'État. Parce que de mes lectures là, multiples, et toujours avec des archéologues et autres, qu'est-ce que je découvre ? Bon, ils ne voient pas, et ils ne peuvent pas voir, que à partir du moment où tu as la domestication des plantes et des animaux, tu as aussi la sédentarisation des groupes. Tu as une inflation de la guerre que tu connais puisque tu pilles les voisins, etc. Et comme ils sont sédentarisés, c'est plus facile, quoi. Avec des nomades, c'est plus compliqué. Mais le nomadisme systématique, c'est très tardif. C'est d'abord l'agriculture liée à l'élevage, hein, Mésopotamie. Donc, je fais donc une double hypothèse pour mon prochain livre, si jamais je vis encore l'année prochaine. Je fais l'hypothèse que, avec la domestication des plantes et des animaux,
et la sédentarisation des groupes humains, de plus en plus poussée, disons, il a dû se passer automatiquement deux choses. La création des panthéons complexes. Dieu de la pluie, Dieu du soleil, Dieu du tonnerre, Dieu de multiplication des dieux. Création des panthéons, dont vont hériter les sociétés étatiques après. Hein? Jupiter, primus civis, premier des citoyens romains. Athéna, déesse d'Athènes, etc. Et je postule qu'avec la domestication, la fin du néolithique, s'est généralisée dans le monde la formation tribale. Les groupes humains se sont organisés non plus en bandes de chasseurs-collecteurs, mais en tribus. Et la tribu, jusqu'au nord de l'Alaska, jusqu'au sud de la Chine, partout. Tribus grecques, tribus athéniennes, tribus celtiques, les Germains, les Slaves, tout ça. Tous sont des tribus. Donc la formation tribale accompagne la généralisation de l'économie agricole. Jusqu'à la Révolution française, l'agriculture est la base des richesses. Les seigneurs possèdent d'abord des terres et des esclaves ou des serfs. Donc je prétends, ce sera pour mon prochain livre, si je l'ai écrit, et j'ai cherché. Et là, écoute, la mythologie, quand tu sais la lire, elle te donne tout. Tout. J'ai regardé donc, tu as les deux premiers États, c'est Mésopotamie, Égypte. 3400, 3200, différence. C'est quand même les précurseurs. Hein. Les Chinois, c'est 2000. C'est 1300 ans après. Le Japon, c'est 7e siècle après Jésus-Christ. L'État apparaît très tardivement, 6e siècle et 7e au Japon, au 11e siècle en Birmanie. Bon. Alors, quand tu regardes la mythologie, je cherche les dieux. Et je trouve les dieux et l'État. Tu trouves le dieu de la prospérité agricole, c'est le ministère de l'économie. Tu trouves le dieu de la guerre, c'est-à-dire de la paix, ministère de la défense. Tu trouves la déesse de la justice, ministère de la justice. Parce qu'à l'époque, si tu te mets comme un anthropologue, tu dois te mettre à la place des gens. À l'époque, quand tu rentres dans l'économie d'agriculture et d'élevage, tu rentres dans une économie de risque profond. Sécheresse, mort. Épizootie du troupeau, plus de troupeau. Donc, les dieux sont plus importants que jamais. Et leur multiplication, c'est la multiplication des accidents. La pluie, la sécheresse, etc. Donc, on a besoin d'un panthéon, d'une protection multiple. Protection multiple égale rite multiple, égale brebis sacrifiée, égale prêtre pour faire des sacrifices, encore plus nombreux qu'avant, parce que le chaman, c'est pas vraiment un prêtre. Il opère de temps en temps, quoi. Donc j'ai une hypothèse, une hypothèse que aucun historien ne peut chasser, quoi. La deuxième hypothèse, c'est que, en se sédentarisant, etc., le problème du gouvernement est plus compliqué que les bandes. C'est plus compliqué. Donc. Et je pense que la formation tribale, qui établit une souveraineté pour un groupe commun, c'est devenu une formule utile pour l'humanité, quoi. Et donc, généralisation. Là.
Et après, les anthropologues trouvent quelques bandes de chasseurs résiduels, man-hunter, etc. Ok, bon, tant mieux, on trouve des restes qui ont été chassés repoussés par les agriculteurs dans des endroits difficiles, de protection d'ailleurs. Donc voilà. Et je dis que donc les premières formes d'État, alors c'est là que j'arrive à la grande hypothèse, les premières formes d'État ne pouvaient être que un gouvernement à deux faces. Il fallait se propitier les dieux, absolument, pour pouvoir gouverner les hommes. Tu vois ? Donc ça ne pouvait être que politico-religieux, ça ne pouvait être que ça. La naissance de l'État, c'est le politico-religieux qui domine la parenté, tout ce que tu veux, quoi. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas gouverner sans les dieux, tu ne peux pas gouverner sans avoir établi la paix avec les dieux, ou par des prières, par des offrandes, par des rites, tout ça. Mais tu dois te concilier la faveur des dieux, puisque c'est eux qui maîtrisent la pluie. C'est pour ça que l'anthropomorphisme, les types ils te disent c'est le soleil astre, mais derrière le soleil astre, il y a un dieu. Ils savent bien que c'est un astre, mais c'est un dieu en même temps. Donc c'est pas de la barbarie, hein, c'est une production intellectuelle, mais pour répondre aux besoins. Il faut se concilier les dieux pour pouvoir continuer à vivre. Donc le gouvernement est à double face. Parce qu'en même temps, il y a... Alors, après, j'ai regardé la déesse Asmat, la grande déesse égyptienne, qui est avec le pharaon et tout. C'est la déesse de l'équité. C'est la déesse de la justice. Et j'ai regardé les premiers codes. Bon, les premiers codes, ça remonte à 2600 ans. Donc des sociétés d'État avec déjà des codes qui étaient sculptés et des stèles qui étaient mis dans le pays, le territoire. Bon. Et tu avais Nabuchodonosor qui écrit. Donc on arrive, parce qu'il écrit en égyptien, en araméen, on arrive à comprendre maintenant. Bon, passons. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Il faut protéger les veuves, il faut protéger les pauvres, il faut protéger les orphelins. Ben, ils savent que c'est des salopards, qu'on tue, on emmène en esclavage. Donc gouverner les hommes, c'est gouverner des contradictions sociales. Et c'est là que je fais l'hypothèse que depuis les Mésopotamies, la beauté des pharaons, sculptures magnifiques, jusqu'à maintenant, toutes les civilisations reposent sur une forme de servitude. Toutes. La dernière servitude, c'est le travail salarié pour les patrons, c'est tout. Tu ne peux pas construire des temples, ce n'est pas les prêtres qui construisent les temples. Il faut des ingénieurs d'abord, des types forts, parce que quand tu vois l'architecture, putain, des temples grecs et tout, c'est pas n'importe qui, c'est pas impossible, quoi, c'est impossible. Donc tu as des gens très lettrés, il faut maîtriser l'écriture. Les scribes, en Chine, maîtriser l'écriture chinoise, c'est les élites, hein. Enfin, disons dans la tradition antique, hein, aujourd'hui parler chinois, ok. Il y a un chinois populaire plus une écriture populaire réformée par Mao, donc on ne peut pas faire mieux. Donc moi je fais l'hypothèse que l'État n'a pas pu naître sans qu'on ait déjà généralisé la formation tribale d'existence. Et quand tu vois, moi qui suis français, je porte le nom des Francs, des salopards de Germanique qui vivaient en tribu. Tous,
Les Burgondes, Bourgogne, c'est les Burgondes. Ils envahissent l'Empire romain décadent ou en faillite. C'est tous des tribus. Tous des tribus. Clovis, avec ça, il se baptise, mais comme un bon chef barbare, il force tous les guerriers francs de se baptiser le même jour. Conversion de masse, là. Ça coûte pas cher, là. Paf! Regarde. Et quand, après, les guerriers deviennent des seigneurs et le reste devient des paysans, quoi. Mais quand tu prends Tamerlan, tous ces Mongols, pendant 2 siècles, c'est que des tribus nomades, c'est que des tribus. Ils forment un État sur la base de tribus. Bon, quand tu prends l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, ce n'est que des tribus. L'Irak, c'est pareil, quoi. Donc, la formation tribale vit jusqu'à maintenant et a pu être la base de la formation de l'État. Donc, nous, on écrivait des bouquins, tribu, État. On écrivait des livres d'anthropologie, Saline, c'est tout. La tribu avant l'État. Et quand tu lis les bouquins d'histoire, la tribu, c'est le support des États. Et donc là, encore, les anthropologues, on peut apporter énormément de lumière, à condition, bien sûr, de s'imaginer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, je vois que c'est pour ça que ma thèse, que la souveraineté, ce sont toujours des rapports politico. Et là, tu vois la différence de la France, quoi. Incompréhensible. Séparation de la religion et de l'État. Un Américain ne comprend pas. Ne comprend pas. C'est quoi ça? Vous êtes contre la religion? C'est pas du tout. On a le droit de ne pas avoir de religion. C'est les philosophies des Lumières, hein. C'est la critique de la religion, surtout du clergé et tout ça. C'est fabuleux, mais c'est unique. C'est unique, donc il ne faut pas aller exporter. Et la démocratie, chez les musulmans, et l'autonomie de la religion, pas difficile, quoi, tu vois. Et ça heurte de plein front les religions qui sont politiques. En même temps, ça fait mal aux autres, parce que l'État islamique est au service de l'islam. C'est la règle. L'État est au service de la religion et de sa propagation. Comment tu vas aller expliquer que tu fermes ta gueule, bon, etc. Donc, tu vois, même là, on voit les conflits culturels qui sont... C'est pas des blagues, quoi. C'est pas des blagues. C'est pas la peine de faire des imprécations comme Marine Le Pen et le coup contre les musulmans et tout. Les musulmans, c'est potentiellement des ennemis des autres, bien sûr, parce que leur religion, c'est une religion de conversion, etc. On a les fidèles et les infidèles, ils sont ok, d'accord. Ils ont leur tradition. Et alors, tu vois, là, j'ai une vision personnelle de la régression profonde du monde musulman, quoi. Parce que leur avenir, c'est de revenir au prophète. C'est de recréer le califat. Donc, c'est une civilisation qui a un avenir en revenant vers le passé. Pas les Chinois, hein, communistes. Donc, ils l'ont dans le cul, les musulmans. Je m'excuse de le dire, c'est mon avis. Ils sont très dangereux parce qu'ils ont un fantasme de progrès qui est un fantasme régressif et très dangereux. D'où Daesh, un nouvel État, etc. Donc tu vois, c'est important que l'anthropologie soit en liaison avec les politiques, avec les political sciences, quoi. Tu vois, il me coupe il me dit paf, tu vois.